Merci Monsieur Karim Lo pour cette opportunité d'aborder cette question d'une importance capitale, comme vous l'avez rappelé, tour à tour. Alors, ça ne sert à rien de faire des évaluations si elles ne peuvent pas permettre l'utilisation des résultats. Donc, en gros, la question que nous abordons aujourd'hui, c'est l'utilisation, c'est le bout de la chaîne. Le bout de la chaîne, pas dans une logique téléologique, dans le sens que qu'on soit dans un processus linéaire, mais on est plutôt dans un processus de cycle continu. On est dans un processus d'itération où les évaluations produisent des résultats. Ces résultats doivent être utilisés pour améliorer les évaluations, mais aussi améliorer la mise en œuvre des politiques. Alors, c'est vraiment un honneur d'aborder cette question compte tenu de l'importance de la chose, parce que c'est vraiment une des finalités principales de tout ce dont nous sommes en train de discuter. Et je pense que ici, nous avions l'avantage, en parlant de l'institutionnalisation de l'évaluation, d'aborder déjà cette question de l'utilisation des résultats. Donc, ça veut dire que nous voulons réfléchir sur quelle institutionnalisation nous mettons en place pour nous permettre d'avoir non seulement des évaluations, mais d'avoir des évaluations qui sont effectivement utilisées. Il y a des cas, des pays dans lesquels on a eu l'institutionnalisation de l'évaluation avec la production d'évaluation, et aujourd'hui on est buté à cette difficulté qui est l'utilisation. Et donc nous devons nous réjouir qu'à notre niveau, nous sommes déjà rentrés dans cette réflexion. Il n'y a pas, on l'a dit hier, il n'y a pas de solution prête à porter. Il n'y a que des réflexions qu'on pourrait avoir pour adapter les solutions à notre situation. Donc, je vais aborder la question en 3 points essentiellement. D'abord, définir un peu ce que nous attendons ici par l'utilisation des résultats d'évaluation. Bon, moi, je viens des sciences sociales. Et en sciences sociales, on nous dit, dès que vous utilisez un concept, il faut apprendre à le définir d'abord pour être sûr que nous parlons de la même chose. Donc, c'est ce que je vais faire d'abord en premier lieu. Et puis ensuite, donner quelques exemples d'institutionnalisation de l'utilisation des résultats d'évaluation et revenir sur quelques leçons apprises dans ce processus-là. Alors, de quoi parlons-nous en matière d'institutionnalisation des résultats d'évaluation? Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud pour illustrer un peu l'importance de la question. Vous le saviez, l'Afrique du Sud a l'un des taux de VIH-Sida le plus élevé au monde. Et la cause de cette situation, c'est qu'à un stade précoce de la pandémie, le président sud-africain de l'époque avait refusé d'accepter les preuves du lien entre le VIH et le sida et l'efficacité des antirétroviraux. Et cela va avoir comme effet qu'on va avoir un retard dans le déploiement des antirétroviraux et donc on va avoir une perte importante en vies humaines, et c'est seulement à partir du moment où on prend conscience de cette réalité et de l'importance des antirétroviraux qu'on va pouvoir corriger le tir, et à partir de l'adoption des antirétroviraux, on va voir une amélioration à la fois de l'espérance de vie des hommes et la réduction des décès liés au sida. Donc ce que l'exemple nous montre, c'est que le refus d'utiliser les résultats d'évaluation peut avoir des effets drastiques sur la situation des populations compte tenu de la non-utilisation des résultats d'évaluation. Si on fait un rapprochement entre cette situation et le contexte actuel de la COVID-19, on a un peu les mêmes réalités. Parce que d'un côté, il y a les vaccins qui sont déployés avec des preuves sur l'efficacité ou non de ces vaccins et la manière dont les gens réagissent par rapport à ces preuves. Il y a ceux qui les acceptent
qui pensent que les vaccins sont importants, il faut vacciner et ils se font vacciner, et ceux qui refutent ces preuves-là et qui refusent ainsi de se faire vacciner, avec les effets que ça pourrait avoir. Donc c'est un élément qui doit nous interpeller aujourd'hui, et la question qui est posée, c'est comment se fait-il que certaines personnes acceptent l'information, sinon les preuves qui sont produites par les évaluations, et comment se fait-il que certaines personnes refusent d'accepter ou de s'approprier ces preuves-là et de les utiliser dans leur prise de décision. Donc c'est à cette question fondamentale que nous devons pouvoir répondre et voir dans quelle mesure on peut y apporter des solutions. Alors, quand on prend aujourd'hui le lien entre les preuves, donc les résultats d'évaluation et leur utilisation dans les politiques, on a une situation qui est la situation idéale. L'idée, quand on fait les évaluations et qu'on veut utiliser les preuves, c'est d'avoir des décisions basées sur les preuves. Donc des décisions qui sont basées essentiellement sur les preuves qui sont produites. Mais cette situation idéale n'est jamais ou est rarement atteinte, et donc on a des situations où les décisions sont juste informées par les preuves. Informées par les preuves dans le sens que il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la prise de décision qui vont au-delà des résultats qui sont tirés de ces évaluations. Et ça, c'est la réalité des politiques d'une manière générale. Alors, quand nous parlons de l'utilisation des résultats d'évaluation, dans le cadre de la politique publique, il faut pouvoir situer cette utilisation dans le cycle de vie de la politique. Donc, ça veut dire que pour chaque politique, on part d'une analyse des besoins pour identifier un problème, comprendre les causes de ce problème, comprendre les formes de manifestation de ce problème, et à chacune de ces étapes-là, l'évaluation apporte quelque chose, apporte des informations qu'il faut pouvoir utiliser. Et donc, c'est ce que nous retrouvons dans la phase diagnostique, où on identifie le problème, on analyse le problème, on essaie de comprendre les causes du problème. Ensuite, dans la phase design de la politique, on a l'élaboration de la théorie du changement de la politique. Donc, la dynamique positive qu'on doit enclencher pour permettre de résoudre le problème qui a été identifié au départ. Et dans cette théorie, on a besoin aussi de l'évaluation qui permet de nous dire que si on part de ce résultat, on peut atteindre cet autre résultat intermédiaire qui peut nous amener vers ces résultats finaux. Et cette réflexion, elle est aussi nourrie par l'évaluation. Ensuite, on a la démarche opérationnelle qui permet de concrétiser la théorie du changement. Et là, on a l'évaluation aussi qui intervient, donc les évaluations de mise en œuvre, qui permettent de montrer dans quel contexte et sous quelle forme organisationnelle et opérationnelle on peut avoir l'efficacité nécessaire pour réaliser la théorie du changement. Et donc, en phase implémentation, l'évaluation appuie la prise de décision de pilotage pour permettre aussi d'aller vers les résultats escomptés. Et puis après, on a bien sûr la phase des résultats et impacts pour voir quelles sont les améliorations apportées, sachant que ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne mise en œuvre d'un programme qu'on peut nécessairement avoir l'impact, puisqu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir sur l'impact d'un projet. Comme vous le saviez, l'impact d'un projet ou d'une politique ne dépend pas uniquement de la politique. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer cet impact et l'évaluation vient apporter les informations nécessaires pour voir est-ce que l'intervention, est-ce que ça a généré suffisamment du bénéfice, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça nous permet d'être dans la bonne direction, est-ce qu'il faut corriger ça, et le cycle continue pour avoir des politiques beaucoup plus efficaces. Donc quand nous parlons de l'utilisation, c'est de tous ces cadrans-là dont nous sommes en train de parler. Donc à chaque étape,
il faut pouvoir avoir des évaluations qui apportent des preuves, des informations pour améliorer le cycle des politiques publiques. Alors, cela dit, on peut avoir donc plusieurs formes d'utilisation des résultats d'évaluation. On peut catégoriser ça, la littérature dans le domaine catégorise cela en 5 éléments essentiellement. Donc on a l'utilisation instrumentale, c'est-à-dire que une action spécifique est entreprise suite à l'évaluation. Donc on fait l'évaluation, on produit une conclusion, un résultat de l'évaluation, et sur cette base-là, une action, une décision est prise et une action est menée. Donc dans ce cas, on parle de l'utilisation instrumentale parce que l'évaluation dans ce sens est un instrument direct de la prise de décision. Mais on peut être aussi dans une situation d'utilisation conceptuelle, dans le sens que il n'y a pas d'action concrète prise à la suite de l'évaluation, mais l'évaluation permet une meilleure compréhension du phénomène qui a été évalué. Donc ça permet de mieux comprendre la situation et ainsi de faire d'autres analyses plus pertinentes par la suite. Ça aussi, c'est une utilisation de l'évaluation qui a toute son importance. Ensuite, on peut avoir une utilisation symbolique des preuves où les résultats de l'évaluation servent à légitimer des vues préexistantes. Et ça, c'est souvent ce qu'on trouve en milieu politique. C'est-à-dire qu'on fait l'évaluation et on va chercher dans les résultats de l'évaluation ce qui nous permet de légitimer les positions que l'on veut défendre politiquement. Ce n'est pas mauvais en soi, parce que ce qui est important ici, c'est de voir quelle est la finalité que l'on recherche à travers l'évaluation qu'on veut mener. Ensuite, on a l'utilisation symbolique qui peut être positive comme négative, et puis l'utilisation prévue ou non prévue. Donc, avant même de faire l'évaluation, on a prévu une fin, donc un mode d'utilisation des résultats, ou bien on n'a rien prévu, mais on va chercher dans les évaluations qui existent et voir comment est-ce qu'on peut les exploiter pour nourrir la prise de décision dans une situation donnée. Donc globalement, quand on analyse les modalités d'utilisation des résultats en matière d'évaluation, on va se retrouver dans l'un de ces 5 scénarios. Alors, aujourd'hui, en Afrique francophone, d'une manière générale, la question de l'utilisation des résultats d'évaluation est devenue une question très pertinente pour même les systèmes d'évaluation les plus utilisés, pour un certain nombre de raisons. Donc, il y a une étude que le CLIER a mise en œuvre pour essayer de comprendre les facteurs qui limitent l'utilisation des résultats d'évaluation, qui montre par exemple qu'une difficulté, c'est les hiérarchies au sein de la bureaucratie qui ne laissent pas suffisamment de marge de manœuvre pour que les résultats des évaluations soient utilisés. Un autre élément que je voudrais soulever, c'est par exemple la réticence face aux résultats, surtout quand ces résultats sont critiques par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc, réticence ou résistance, parce qu'on refuse d'accepter les résultats malgré la démarche méthodologique, scientifique qui a été mise en œuvre. Ou bien carrément on rentre dans une posture de déni, on refuse de reconnaître l'objectivité ou la véracité de ces résultats malgré toutes les preuves qui sont fournies pour attester de ça. Et puis dans les cas où ces résultats veulent être utilisés, soit ça amène vers des actions punitives ou dans des cas très rares vers l'amélioration continue. Donc l'idée ici dans l'utilisation, c'est de faire en sorte que l'utilisation des résultats d'évaluation aille davantage vers une posture d'amélioration continue et que les autres
réaction, donc résistance, déni ou action punitive, deviennent de plus en plus rares, puisque l'évaluation, dans son utilisation, doit normalement contribuer à l'amélioration continue. Donc on doit être dans cette dynamique positive plutôt que dans la dynamique négative. Et donc la question, c'est comment faire pour y parvenir. Alors, ça nous amène donc à la question de l'institutionnalisation de l'utilisation des résultats. Cela veut dire qu'il faut déjà à la base voir quel type d'évaluation on veut avoir et quel type d'utilisation on veut faire de ces évaluations. La mise en œuvre ou l'utilisation des résultats d'évaluation n'est pas seulement quelque chose qui intervient à la fin du processus d'évaluation, c'est quelque chose qui intervient aussi bien en amont, en aval, que durant le processus évaluatif. Okay. Donc cela suppose que tout le dispositif qui est mis en place, le système qui est mis en place pour soutenir l'évaluation doit penser l'utilisation de l'évaluation. Et cela passe par un certain nombre d'instruments qui doivent être mis en place. Un exemple d'instrument, c'est dans le cadre du Bénin, par exemple, c'est la politique nationale d'évaluation ou un cadre conceptuel qui définit ce qu'on veut avoir comme évaluation dans un pays. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que la politique permet, par exemple, de définir le cadre global pour la planification et la réalisation des évaluations. C'est ressorti dans beaucoup de discussions qu'on a eues. Si l'évaluation n'est pas planifiée, si l'évaluation n'est pas alignée sur les priorités nationales, ça veut dire qu'on ne pourra pas l'utiliser. Parce que le politique n'aura intérêt à faire recours à une évaluation que lorsque cela lui permet de parler aux populations, aux électeurs et de leur dire voici ce que j'ai pu faire sur la base des politiques publiques que j'ai menées. Et pour ça, il faut que l'évaluation soit articulée aux priorités nationales. Et ça, la politique permet, dans une certaine manière, de baliser le mode de planification des évaluations et leur articulation par rapport aux priorités nationales. Donc ça, c'est un élément très important. L'autre élément, c'est toute la question de l'endogénéisation de l'évaluation. Comment est-ce qu'on procède pour que les valeurs qui sont articulées, les échelles de valeurs qui sont articulées autour de l'évaluation, les principes, l'éthique en matière d'évaluation, les modes d'organisation de l'évaluation, la capacitation en matière d'évaluation, que tout cela soit articulé en fonction des réalités nationales. Et pour ça, il est important d'avoir un cadre qui définit tous ces éléments-là. Ça peut être une politique ou ça peut être juste un cadre conceptuel qui définit ces éléments. Et c'est un élément très important pour s'assurer d'une utilisation durable des résultats d'évaluation. L'autre élément, c'est l'existence, on l'avait mentionné hier aussi, c'est l'existence d'une structure centrale qui est habilitée à coordonner tout ce qui se fait en matière d'évaluation. Dans le cas du Bénin, c'est le Conseil national d'évaluation qui a la charge de conseiller le gouvernement en matière d'évaluation et de promouvoir le développement de l'évaluation aux différents échelons de gouvernance. Alors, pourquoi est-ce que ce conseil-là est important en matière, cette unité centrale est importante en matière d'utilisation d'évaluation? C'est parce que, comme on l'a dit, l'évaluation est une affaire de tous, mais on ne peut pas la faire en silo. Il faut pouvoir la faire de manière coordonnée. Il faut pouvoir la faire de manière à ce qu'elle réponde à des objectifs, à des priorités nationales. Et donc, il faut qu'il y ait le portage politique, mais il faut aussi qu'il y ait une entité centrale qui puisse coordonner ça. Et vous verrez que quand on prend l'exemple du Conseil national de l'évaluation du Bénin, par exemple, vous avez en son sein non seulement les représentants du gouvernement, mais les représentants des collectivités territoriales, les universités, donc le milieu
intellectuels, académiques, et la société civile représentée ici par le réseau béninois de suivi et évaluation. Donc ça permet à tous ces acteurs de discuter de ce qu'on veut avoir comme évaluation et ainsi de s'approprier les démarches de planification et de mise en œuvre de l'évaluation. Ensuite, une fois que ce cadre stratégique de pilotage de l'évaluation est défini, compte tenu des priorités nationales, il y a toute la phase de l'opérationnalisation de ce cadre-là. Donc, à travers un certain nombre d'éléments qui ressortent des discussions et qui sont très importants pour aller vers l'utilisation, notamment les plans d'évaluation, les guides méthodologiques, parce que la crédibilité dans les évaluations tient aussi de la technicité ou de la qualité des évaluations qui sont mises en œuvre. Et pour ça, il faut que les acteurs s'accordent sur des démarches méthodologiques, des guides, des techniques, des outils qui sont validés au niveau national pour permettre la mise en œuvre de l'évaluation. Et un élément très important dans ça, c'est aussi la divulgation, donc la dissémination des résultats d'évaluation à travers des plateformes de gestion de connaissances qui permettent à tous les acteurs de pouvoir avoir accès aux résultats des évaluations et de porter un regard sur ça. Il y a un élément très important qui était ressorti dans les discussions hier, Monsieur le Président de la Commission l'avait mentionné, la contribution des citoyens dans le processus évaluatif. Donc c'est la même idée qui est ici, à travers une plateforme digitale ou d'autres mécanismes de concertation qui permettent d'avoir le retour des différentes parties prenantes dans non seulement la mise en œuvre des évaluations, mais aussi la validation des évaluations. Et ensuite, un dernier élément très important dans ces instruments opérationnels, c'est la stratégie de communication sur l'évaluation. Comment est-ce qu'on communique sur l'évaluation? Avant même son initiation, lors de son initiation, sa mise en œuvre, et une fois que l'évaluation est terminée, comment est-ce qu'on communique sur cette évaluation pour que les acteurs puissent se l'approprier. Alors, il y a un cadre institutionnel qui a été défini au niveau du Bénin, qui est représenté là, qui positionne bien l'unité centrale qui fait la coordination de tout ce qui est à évaluation pour permettre l'acheminement des informations vers les différentes entités qui sont impliquées dans la prise de décision. Donc ça illustre un peu ce besoin de coordination qui est important et surtout cette nécessité d'impliquer tous les acteurs de l'évaluation dans la mise en œuvre des évaluations pour que ces évaluations puissent être utilisées. Et enfin, un élément très important, c'est le développement des capacités pour pouvoir faire les évaluations. Et dans le cas du Bénin, la commission ou bien le bureau qui est chargé de coordonner les évaluations est aussi chargé de renforcer les capacités en matière d'évaluation. Donc, renforcer les capacités en matière d'évaluation au niveau du Parlement, au niveau de la Cour des comptes, au niveau de toutes les structures qui sont impliquées dans l'évaluation. Et quand on parle du renforcement des capacités, par exemple au niveau du Parlement, il ne s'agit pas seulement de renforcer les capacités des élus, mais aussi de renforcer les capacités des fonctionnaires parlementaires, de ceux qui sont chargés d'accompagner les élus à faire l'utilisation des résultats d'évaluation, à les interpréter, à les comprendre et à les utiliser dans les débats d'orientation budgétaire ou dans le cycle de programmation budgétaire. Donc, c'est très important que ces actions de renforcement des capacités puissent accompagner le système pour permettre l'utilisation des résultats. Ensuite, le dernier élément qui nous semble très important et qui est aujourd'hui un défi pour le Bénin, c'est la manière dont les résultats
une fois les évaluations sont produites, comment est-ce que ces évaluations sont traduites pour être accessibles. Donc toute la stratégie de dissémination de la connaissance. Alors je peux sortir avec un rapport d'évaluation de 25 pages ou de 40 pages. Si je le mets sur la table du Premier ministre qui n'a pas le temps, ça ne va servir à rien. Donc en Afrique du Sud, ils ont appliqué le principe du 25-5-1. Donc en gros, quand vous faites un rapport d'évaluation, vous le faites en 25 pages, vous devez obligatoirement, ça c'est dit dans la politique nationale d'évaluation, vous devez obligatoirement traduire, faire un résumé en 5 pages et faire un résumé ensuite en une page avec les éléments clés de décision qui permettent au Premier ministre de ne pas avoir à lire 25 pages, mais à lire une page d'éléments qui lui permet de prendre rapidement des décisions. Maintenant, il a besoin d'avoir plus d'informations, il va demander à cette direction technique d'aller lire les 25 pages et de lui revenir avec des éléments supplémentaires. Donc, ce dispositif-là, il est important pour permettre d'avoir la célérité dans la mise en œuvre, dans l'utilisation des résultats. Sinon, on va arriver à une situation où on a une forte production d'évaluations sans que ces évaluations ne puissent effectivement être utilisées. Donc, cette stratégie de dissémination des résultats est importante. De telle sorte qu'aujourd'hui, il devient pratiquement important que dans l'administration publique, en biais hautement social et politique. Et donc, c'est important que la démarche en tienne compte. Alors, les relations et les interactions entre les personnes, donc ceux qui commanditent les évaluations, ceux qui font les évaluations et ceux qui vont utiliser les évaluations, la qualité de ces relations est déterminante pour l'utilisation des résultats d'évaluation. C'est-à-dire que si je commande une évaluation et qu'au cours de l'évaluation, j'entre en conflit avec mon évaluateur, quel que soit le résultat d'évaluation qu'il va mettre sur ma table, il y a déjà quelque chose qui est perdu en matière de confiance, en matière d'adhésion aux recommandations qui sont formulées. Donc, il appartient à nous, les évaluateurs, ou à ceux qui font la promotion de l'évaluation, de veiller à ce que tout le processus d'évaluation soit suffisamment participatif, collaboratif, en utilisant des éléments formels que des modes de négociation informels pour que les résultats d'évaluation soient acceptés. Alors, l'autre élément qui revient et qui est très important, c'est parce que nous sommes dans le cadre de la politique sur des processus complexes. Pas de processus compliqués, mais des processus complexes dans le sens que les outputs ne sont pas nécessairement maîtrisables. On est dans un contexte d'incertitude, de rationalité limitée, où la décision de mener telle action relève parfois des croyances, de traditions qui sont avérées, des émotions ou d'éléments cognitifs. Donc le décideur politique, il prend sa décision aussi sur la base de tous ces éléments, pas nécessairement sur la base des arguments techniques qui lui sont présentés. Et donc si on veut l'amener vers la prise de décision sur la base des résultats d'évaluation, il est important de prendre en compte dans toute la démarche de mise en œuvre de l'évaluation, de prendre en compte ces éléments d'émotion, de tradition, la manière dont les décisions sont prises dans la fonction publique, les croyances qui sont animées autour de la prise de décision ou des politiques qui sont menées. Alors, un élément aussi très important, c'est le fait que dans ce processus, on va parler beaucoup plus de best fit plutôt que de best practices. Best fit dans le sens que dans chaque processus d'évaluation, il faut pouvoir analyser les parties prenantes et voir quel est le modèle qui doit être mis en œuvre pour convenir au mieux à l'adoption des résultats d'évaluation.
Donc, est-ce qu'on doit aller vers une évaluation citoyenne? Est-ce qu'on va aller vers une évaluation participative? Est-ce qu'on a besoin d'une évaluation d'experts avec avis d'experts? Toutes ces décisions doivent être prises en tenant compte de l'analyse qu'on a des parties prenantes et des finalités que l'on recherche à partir de l'évaluation qui va être mise en œuvre. Donc, il n'y a pas de solution fit for all, mais chaque solution doit être contextualisée par rapport au type d'évaluation et les objectifs qui sont recherchés. Okay. Donc, on a parlé de la question de la volonté politique qui est très déterminante, la mise en place du système dont on a parlé, qui est très important pour pouvoir avoir des résultats utilisables, la question de la gestion et de la dissémination des connaissances, donc quels sont les mécanismes mis en place pour permettre la dissémination de ces résultats. Et un élément très important, c'est les ressources humaines. Alors, un frein à l'utilisation des résultats d'évaluation aujourd'hui, c'est aussi le roulement des administrateurs, donc des fonctionnaires. Le fait que les fonctionnaires, ceux qui sont formés, ne sont pas toujours en place, ça peut avoir un impact sur l'utilisation des résultats d'évaluation. Parce que pour pouvoir utiliser les résultats d'évaluation, il faut pouvoir trier dans ces résultats. Ce n'est pas tous les résultats qui sont utilisables. Il faut avoir la capacité de pouvoir trier dans les résultats. On a parlé tout à l'heure de la règle du 25-5-1. Il faut pouvoir, à travers le rapport, dire quels sont les résultats qui sont utilisables pour le décideur, pour qu'il puisse prendre sa décision, et ça prend le renforcement des capacités. Et un élément très important qui a été soulevé par les auteurs aussi, qui détermine l'utilisation, c'est la question de la motivation. Motivation, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la gestion axée sur les résultats du budget programme, on est dans un contexte où il y a une forte pression vers la production des preuves, des indicateurs qu'il faut renseigner, des évaluations qu'il faut faire, les rapports annuels de performance qu'il faut faire, des projets annuels de performance qu'il faut faire. Donc ça demande une masse de travail assez importante. Et si on demande aux agents d'aller au-delà de ça pour travailler sur l'utilisation, donc encourager la prise de décision sur la base de ces résultats d'évaluation, ça veut dire que c'est un effort supplémentaire que l'on demande par rapport à tout ce qu'il y a comme travail bureaucratique à faire. Et pour ça, il apparaît de plus en plus important de mettre en place des mécanismes de motivation pour permettre à des organisations ou à des acteurs de pouvoir utiliser les résultats d'évaluation. Cela passe par exemple par des prix d'excellence à des structures qui se révèlent comme des structures qui font preuve. Hier, on parlait des champions en matière d'évaluation, mais on parle aussi de champions en matière d'utilisation des résultats d'évaluation. Et c'est des éléments qui peuvent encourager la prise d'initiative vers cela. Donc, un dernier élément sur lequel je vais terminer pour laisser la place à la discussion, c'est le timing des évaluations. Alors, une évaluation permet l'utilisation lorsque les résultats sortent au bon moment. Quand l'évaluation est trop longue, elle peut être au départ très pertinente, mais en matière de prise de décision, elle peut perdre toute sa pertinence. Alors, nous, aujourd'hui, on est en train de travailler, on est en train de faire des évaluations du programme PASA, qui est un programme de sécurité alimentaire financé par la BOAD dans l'espace UMOA. La BOAD a travaillé avec 3 IE pour faire l'évaluation d'impact d'un certain nombre de programmes. Et ce qui ressort, c'est que cette évaluation d'impact a pris tellement de ressources, tellement de temps, qu'in fine, la BOAD se dit à quoi ça sert. Parce que vous mettez des ressources dans une évaluation, vous créez des groupes témoins, vous faites une analyse rigoureuse, le temps que les résultats sortent, il y a déjà d'autres priorités qui sont sur le terrain qui apparaissent
et qui font que vous ne pouvez plus utiliser ces résultats. Ou bien les résultats, c'est des résultats d'évaluation d'impact. Donc ça arrive et la conclusion des évaluateurs, c'est de vous dire que l'échantillon n'était pas robuste, les méthodes utilisées n'étaient pas robustes, donc on ne peut pas arriver à des conclusions. Donc du coup, vous tombez des nues si vous aviez investi autant dans une évaluation d'impact qui vous amène à ces conclusions. Donc aujourd'hui, la démarche de la BOAD, c'est de dire, même pour faire des évaluations d'impact, allons voir si on peut faire des évaluations d'impact avec des méthodes qualitatives. Ce n'est pas bête, parce que l'objectif, c'est de pouvoir donner la parole aux populations et de leur demander de dire si ces projets ont vraiment provoqué des changements dans leur vie. Si on a cette information et que cette information, on a pu l'avoir de manière rigoureuse avec une démarche scientifique, qu'elle soit qualitative ou quantitative, elle est suffisante pour permettre la prise de décision. Donc ce que l'on veut dire ici, c'est que le timing est très très important en matière de décision politique, et donc la méthodologie d'évaluation ou le choix du type d'évaluation doit être articulé au timing de la prise de décision. Si je dois faire des évaluations rapides, des diagnostics rapides ou des évaluations qualitatives, je dois utiliser une méthode d'étude des cas qui me permet d'aller plus vite parce que j'en ai besoin pour prendre une décision. C'est mieux de le faire que de vouloir nécessairement mettre en place une démarche méthodologique rigoureuse qui va coûter cher, mais qui, in fine, ne va pas me permettre de prendre la décision. Donc, c'est sur ce dernier élément que je voudrais conclure mon intervention et je vous remercie.